Bienvenue sur Ici Éco. L'agence de notation Fitch Ratings a maintenu le Liban en défaut restreint de paiement RD sur sa dette publique de long terme en devises étrangères, conséquence du défaut de paiement des euro-obligations arrivé à échéance le 9 mars 2020. Ainsi, l'agence de notation financière américaine à vocation internationale a conservé la note du Liban à RD, ce qui indique que le Liban est toujours incapable de rembourser ses dettes. Dans le communiqué, Fitch Ratings a assuré que le Liban reste en défaut sur ses obligations d'État à long terme en devises étrangères, à la suite du défaut de paiement des eurobonds, s'élevant à un montant de 1,2 milliard de dollars en mars 2020. D'autre part, la Ligue des fonctionnaires est montée une fois de plus au créneau, demandant un réajustement des salaires et brandissant la menace de l'arrêt du travail. La Ligue a appelé le gouvernement à mettre en œuvre ses promesses et à avancer sur un projet de réajustement des salaires juste et équitable qui tienne compte de l'inflation et du coût de la vie, ainsi que du principe d'égalité et du nombre de jours ouvrables annuels. La Ligue exige à titre temporaire une aide additionnelle afin que les prestations minimales fixes ne soient pas inférieures à 1 000 $, une multiplication des allocations familiales par 46 en fonction du taux d'inflation, une augmentation des frais de transport et l'égalité entre l'administration publique et les services similaires. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur le dernier rapport de l'agence de notation Fitch Ratings qui a maintenu le Liban en défaut restreint de paiement, ainsi que sur l'actualité économique avec Dr Nasri Boubril, qui est économiste en chef de la Biblos Bank. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est mon plaisir, merci. Je commence directement par le rapport de l'agence de notation Fitch Ratings qui a maintenu le Liban donc en défaut de paiement restreint sur sa dette publique de long terme en devises étrangères. Expliquez-nous la décision qui a été prise par Fitch Ratings. Ce n'est pas une nouvelle décision. Fitch Ratings a donné au Liban cette notation depuis mars 2020, quand le gouvernement du docteur Hassan Diab a décidé de ne pas honorer ses obligations, les obligations de l'État libanais sur ses eurobonds. Et depuis ce temps, à chaque rapport que l'agence de notation publie, elle maintient la notation au restricted default, en attendant que les réformes démarrent et spécialement et surtout la restructuration ou le rééchelonnement de la dette publique. Elle n'a fait qu'affirmer sa notation actuelle, mais il y a un autre point qui est très important. On va discuter. Oui. Donc, par rapport à la notation future, disons, donc comment traiter avec les autres notations pour le Liban. Mais juste pour dire, la note en défaut restreint de paiement est donnée à une entité lorsque celle-ci manque à un ou plusieurs engagements financiers, mais continue à honorer d'autres obligations financières. Selon l'agence, le Liban est toujours incapable de rembourser ses dettes. Le pays reste en défaut sur ses obligations d'État à long terme en devises étrangères à la suite des défauts de paiement, donc des eurobonds, qui s'élèvent ou bien s'élevant à un montant de 1,2 milliard de dollars en mars 2020. Par ailleurs, l'agence de notation a relevé qu'elle allait retirer les notes du Liban. Voilà, parce qu'elle ne dispose plus d'informations suffisantes pour maintenir les notes en raison de l'indisponibilité de certaines données clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Quelles sont les conséquences? Tout d'abord, l'agence de notation était très claire qu'elle va retirer sa notation du Liban parce qu'elle n'a pas assez d'informations et de chiffres, mais spécialement en ce qui concerne les finances publiques, parce que depuis 2021, le ministère des Finances n'a pas publié les résultats des finances publiques. Et ça fait depuis janvier 2003 que le ministère des Finances ne publie pas les chiffres sur la dette publique spécifiquement. Deuxièmement, ils ont justifié leur décision par le fait que l'administration centrale des statistiques n'a pas mis à jour les comptes nationaux, bien que depuis quelques semaines, elle a publié les comptes nationaux pour l'an 2021 et ils considèrent que c'est très lent. Nous sommes déjà en 2024. Et troisièmement, ils n'ont pas cité cette raison-là, mais aussi les chiffres du commerce extérieur ne sont pas publiés de façon régulière. On voit qu'en 2023, les chiffres ont été publiés 2 fois seulement par an.
Donc, ils étaient publiés chaque mois. De même pour les chiffres des finances publiques. Le ministère des Finances publiait dans le temps les résultats des finances publiques chaque mois, avec tous les détails, que ce soit du côté des dépenses ou du côté des rentrées, donc des revenus. Donc aujourd'hui, l'agence de notation Fitch considère qu'il n'y a pas assez de visibilité, qu'il n'y a pas assez de données, qu'il n'y a pas assez d'indicateurs pour justifier sa notation, une nouvelle notation. Pour justifier son analyse continue de la situation économique au Liban, même si elle maintient sa notation donc plus d'analyse actuelle. Plus d'analyse, donc pas de notation. Quelles sont les conséquences sur l'investissement? L'investisseur, que ce soit des investisseurs dans les bons du trésor d'un pays ou dans l'économie réelle ou dans n'importe quel secteur, ont besoin de transparence, ont besoin de chiffres, ont besoin de gouvernance. Et donc, ils suivent ce que les agences de notation disent. Ils suivent d'autres indicateurs aussi, d'autres rapports et d'autres sources d'analyse, comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale et d'autres sources. Mais ce n'est pas un bon signe pour le Liban, même si on est à un niveau de notation qui est aussi faible. C'est la seconde notation la plus faible sur l'échelle de notation de Fitch. Donc, ce n'est pas quelque chose... Après la crise mondiale, est-ce que les agences de notation conservent encore leur crédibilité? Les agences de notation étaient attaquées... En ce qui concerne la transparence, etc. Les agences de notation ont été attaquées sévèrement durant la crise de 2007-2008, la crise financière mondiale. Mais ils ont été forcés à changer leur méthodologie, à être plus transparents, à réformer leur mode d'action. Donc, ils sont toujours indisponibles. On n'a pas vu des agences de notation disparaître ou bien la diminution de l'importance des agences de notation. Au contraire, elles sont toujours un facteur essentiel pour l'analyse, que ce soit d'un pays ou d'une économie. Ils font partie de l'analyse, mais ils sont toujours des joueurs essentiels dans la finance mondiale. Ça, c'est clair. En outre, le Liban a toujours, selon Fitch, a un faible classement selon les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale, reflétant l'absence d'un historique récent de transactions politiques pacifiques, des droits relativement faibles de participation au processus politique et faible capacité institutionnelle, une application inégale de l'état de droit et un niveau élevé de corruption. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord parce que je suis de très près les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale. C'est pour ça qu'on a bien mentionné ces informations, parce qu'on sait très bien que vous suivez bien ces indicateurs. Et les derniers indicateurs montrent que 92,5% des pays ont des gouvernements efficaces plus que les gouvernements du Liban, plus que l'efficacité des gouvernements au Liban. 96% des pays à travers le monde appliquent leurs lois mieux que nous appliquons nos lois. 86% des pays à travers le monde combattent la corruption mieux que nous le faisons. 92% des pays à travers le monde ont la stabilité politique, un système politique plus stable que notre stabilité politique. Et 69% des pays à travers le monde ont un système qui tient responsable les officiels et les gens au pouvoir. Donc, nous ne sommes pas dans une bonne position dans le classement des indices de gouvernance de la Banque mondiale. Et les agences de notation, non seulement Fitch, mais Moody's et Standard & Poor's, prennent en considération de plus en plus ces facteurs de gouvernance dans leur évaluation de la notation d'un souverain. Comment réagir? On doit réagir à partir des réformes. Oh, ça fait 5 ans qu'on parle de réformes. Ce n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais trop tard, certainement pas. Et on doit commencer par publier les chiffres des finances publiques. C'est facile à dire, mais nous savons que le ministère des Finances n'a pas de capacité, n'a pas de personnel aujourd'hui. Ce n'est pas qu'il retient ces chiffres-là et ces données. Et nous savons aussi que la Banque mondiale a annoncé un prêt de 36 millions de dollars depuis quelques mois pour améliorer la capacité du ministère des Finances et des douanes pour pouvoir publier ces chiffres. Mais ce que très peu sachent, c'est que la Banque mondiale n'a pas toujours donné le feu vert
pour utiliser ce don, parce qu'il y a un processus à Washington qu'ils doivent suivre. Il y a d'autres priorités pour la Banque mondiale. Donc, le ministère des Finances n'a pas commencé à utiliser cet argent-là, ce montant-là. D'accord, ça c'est clair. Nous passons à un autre dossier. Donc, le secrétaire général de l'Association des banques du Liban, Fadi Khalaf, a estimé dans le préambule du rapport mensuel de l'association intitulé « Le retour des prêts contribuera à la récupération des dépôts » que la reprise du rôle traditionnel du secteur bancaire, notamment en matière de crédit, est cruciale pour relancer l'économie libanaise et récupérer les dépôts. Voilà. Comment reprendre le rôle traditionnel des banques qui favorise une relance économique? Donc, comment les banques vont pouvoir relancer leurs prêts bancaires, leur financement de l'économie? Oui, pour moi, je ne vois pas comment tous ces plans qui ont été présentés, que ce soit par le gouvernement passé ou le gouvernement actuel, vont aider à la reprise de ce rôle. Exactement. Moi, je suggère une autre approche, une autre idée. Mais les plans qui ont été présentés marchent à sens contraire. Hein, comment donc reprendre ou bien à aider ces banques-là à reprendre leur rôle traditionnel? Non. Les banques ont besoin de liquidité. Ils ont un manque de liquidité. Donc, il faut reconstituer la liquidité dans le secteur bancaire. Et quand on parle de restituer les dépôts, ce n'est pas réaliste de croire que l'État peut trouver 90 milliards de dollars ou la Banque centrale a 90 milliards de dollars ou les banques commerciales peuvent constituer 90 milliards de dollars. Les banques commerciales sont un intermédiaire financier. Ce qu'ils font avec leurs dépôts et leur capital, et ils prêtent, ils investissent la plupart de ces dépôts, ils les prêtent sur le marché et ils maintiennent un niveau de liquidité de 10 à 12% du montant de leurs dépôts. C'est ce que doit être l'objectif de n'importe quel plan de réforme pour le secteur bancaire, et spécialement pour relancer les prêts bancaires. Il faut reconstituer 10 à 12% de ces 90 milliards de dollars en liquidité. Donc, c'est équivalent à 11 milliards de dollars à peu près. Ces 11 milliards de dollars ne sont pas difficiles à trouver. Il y a 10 milliards de dollars de réserves à la Banque du Liban, de réserves en devises à la Banque du Liban. Ce sont des réserves obligatoires. Et le taux de réserve obligatoire est de 15%, ce qui est un niveau très élevé, un taux très élevé par rapport au taux à travers le monde. Donc, si la Banque du Liban change ce taux de réserve obligatoire. Mais l'ancien gouverneur de la Banque centrale avait diminué ce taux, n'est-ce pas? Il a diminué de 15% à 14%. Non. On est à 14%. Et c'est toujours à 14%. Okay. Si la Banque du Liban diminue ce taux de réserve obligatoire à 3%, ce qui est le ratio mondial, ces montants libérés peuvent être transférés aux banques et les banques peuvent tout d'abord commencer à financer l'économie. Et deuxièmement, ce qui est plus important, ça pourra aider les déposants à utiliser leurs dépôts. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas utiliser leurs dépôts et non pas à les retirer. Quand un déposant sait qu'il peut utiliser ses dépôts, il n'aura plus besoin de les retirer des banques. Donc, reconstituer 10 à 12% en liquidité des dépôts bancaires, je crois que c'est la solution pour le secteur bancaire pour qu'il reprenne ses activités de financement du secteur privé, tout d'abord, et de permettre aux déposants d'utiliser leurs dépôts au lieu de les retirer. Selon Fadi Khalaf, cette mesure stimulerait l'activité économique et augmenterait les liquidités bancaires, ce qui contribuerait systématiquement à la restitution des dépôts des clients. Cette nécessité est fondamentale pour toutes les parties concernées et doit être soutenue car elle sert l'intérêt général. Vous êtes d'accord? Oui, parce qu'aujourd'hui, les banques n'ont pas de revenus. Et les revenus des banques, principalement, viennent des prêts bancaires. Donc, si les banques commencent à financer l'économie, le secteur privé, elles auront des rentrées régulières. Elles utiliseront ces rentrées pour les dépôts. Pour aider les déposants à retirer peut-être un peu plus, mais spécialement à pouvoir utiliser leurs dépôts. Le Parlement aujourd'hui doit collaborer avec Wassim Mansouri pour pouvoir approuver une loi qui garantit le remboursement des prêts. Oui, certainement. Donc dans la monnaie d'emprunt, donc dollar.
D'autant plus que les fonds prévus que ces prêts sont des dépôts en dollars, certainement. Donc, ils doivent collaborer entre eux. Oui, c'est la seconde condition pour que les banques puissent reprendre leur rôle de Une financement loi de l'économie. Une loi pour ne pas répéter ce qui pour s'est passé garantir depuis... le mode de remboursement. Pour ne pas aussi. répéter ce qui s'est passé au début de la Oui. crise. Le remboursement des prêts bancaires en Le dollar dollars. a été remboursé à un taux de change qui est moins que, Oui, que le taux de change ou bien en réel. livre libanaise. Oui. Oui, oui. C'est une condition nécessaire pour reprendre. Même si on arrive à constituer 11 à 12% de liquidité, il faut avoir cette loi pour encourager les banques à prêter. Sinon, il y a toujours ce risque de rembourser les prêts à une valeur beaucoup moins que leur valeur Donc voilà, réelle. parce que c'est pour ça que les banques aujourd'hui insistent sur le fait qu'elles ne procéderont à l'octroi de crédit que sur une base juridique, donc une loi adéquate mise en place donc pour les protéger. C'est pour ça. C'est pour protéger les déposants et les dépôts, non seulement les banques. Donc voilà, restaurer le rôle de prêteur du secteur bancaire est fondamental pour rétablir la conscience et stimuler la prospérité économique. Nous passons à la Banque du Liban, au dossier de la Banque du Liban. Donc, les réserves en devises de la Banque du Liban enregistrent une augmentation soutenue depuis le 1er août 2023. Les chiffres révèlent que les réserves liquides en devises étrangères de la BDL ont poursuivi leur croissance, passant de 8,573 milliards de dollars fin juillet 2023, date de la prise de fonction de la nouvelle direction de la BDL, à 9,9 milliards de dollars fin juin 2024, avec une croissance mensuelle moyenne de 120 millions de dollars. Les chiffres obtenus jusqu'à mi-juillet montrent que ces réserves ont atteint environ 10 milliards 277 millions de dollars, soit une augmentation de près de 1 milliard 707 millions de dollars en moins d'un an. Comment la Banque centrale a pu augmenter ses réserves? Tout d'abord, elle a arrêté de financer l'État. Elle a dit au gouvernement... Vous soutenez cette politique, hein? Oui, oui, qu'il doit trouver ses sources de financement propres. Et deuxièmement... Vous êtes d'accord avec ces mesures qui ont été prises par la Banque centrale? Certainement. Et deuxièmement? Deuxièmement, elle a retiré la liquidité en livres libanaises du marché, à peu près 22 trillions de livres libanaises, pour éviter les spéculations sur le taux de change de la livre libanaise. Et troisièmement, elle a pris une décision de maintenir la stabilité de la livre libanaise. Donc les conséquences étaient augmentation des réserves en devises étrangères et même stabilité du taux de change sur le marché parallèle. Et elle a profité des flux de capitaux, que ce soit des touristes, parce qu'en 2023, on a eu une saison touristique exceptionnelle, et des flux des transferts des expatriés. Oui. Vous avez bien mentionné le contrôle de la masse monétaire en livres libanaises sur le marché. Donc les dernières statistiques de la BDL montrent que le volume de la monnaie en circulation en dehors de la BDL a diminué à 60 000 milliards de livres libanaises fin juin 2024, soit l'équivalent de 675 millions de dollars, ce qui représente environ 7% des réserves liquides en devises de la Banque du Liban au taux de change de 89 500 livres libanaises par dollar. Est-ce que la Banque centrale peut continuer à stabiliser le taux de change sur le marché parallèle à 89 500? Est-ce que la Banque centrale possède encore les instruments pour pouvoir intervenir et stabiliser ce taux de change à long terme? Elle a le pouvoir de maintenir la stabilité de la livre libanaise tant que la situation sécuritaire au sud et la guerre n'est pas élargie à travers le pays. Et elle a les moyens parce qu'aujourd'hui, la masse monétaire en livres libanaises est équivalente à peu près 650 millions de dollars. Et elle a des réserves, comme vous l'avez dit, de 10 milliards 300 millions de dollars. Donc, techniquement et théoriquement, elle peut retirer toutes les livres libanaises du marché si elle le voudrait. Et aujourd'hui, c'est plus facile de trouver des dollars sur le marché libanais que de trouver de grands montants en livres libanaises. Donc, les dernières, ou bien dans un autre contexte, des questions aussi suscitent quand l'avenir du taux de change bancaire en dollars continue sous le nom de l'ollar, alors que des discussions ont lieu sur une possible augmentation du taux de change de 15 000 livres pour le dollar à 25 000.
Pour Wassim Mansouri, aujourd'hui, il existe un seul taux de change officiel qui est 89 500. Pour le ministère des Finances, on est à 15 000. Donc, est-ce qu'on peut augmenter le taux de change? Le taux de change du dollar? Vous soutenez toutes les demandes donc, pour dire qu'il faut diminuer le taux de haircut que les déposants subissent aujourd'hui sur leurs dépôts, ou bien non, il faut passer à 89 500, mais après avoir voté une loi de contrôle des capitaux, diminuer les retraits bancaires. Expliquez-nous. Certainement, en principe, il faut réduire le haircut sur les retraits des dépôts bancaires. Toutes les factures sont payées à 89 500 et tous les achats se font au taux de change de 89 500 livres libanaises, mais les retraits se font au taux de change de 15 000 livres libanaises. En principe, certainement, il faut changer le taux de change, améliorer le taux de change. Mais comme nous le savons, ça fait depuis le début de l'année que le ministère des Finances, le gouvernement d'une part et la Banque de Liban d'autre part, sont en train, disons, de discuter cette décision-là. Et chaque côté a sa propre position, et son propre raisonnement. Du côté du gouvernement, il croit que s'il change, qu'il augmente le taux de change, que ce soit à 25 000 ou à 89 500, les dépenses gouvernementales vont augmenter de façon majeure. Donc c'est pour ça que le ministère des Finances hésite à modifier le taux de change. Tandis que la Banque du Liban dit que c'est la responsabilité du ministère des Finances selon la loi de la monnaie et du crédit. Donc, on est au point mort aujourd'hui sur cette décision-là. Et en ce qui concerne les banques, c'est aux autorités de décider le taux de change. Donc, tant que la Banque du Liban a la liquidité, on peut transférer aux banques la liquidité en livres libanaises, ils peuvent honorer ces retraits. Mais ça fait depuis le début de l'année qu'on n'a pas de réponse finale sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est ennuyant pour les déposants, mais il faut prendre une décision tôt ou tard. Est-ce que vous avez changé vos chiffres en ce qui concerne les scénarios possibles pour l'année 2024? Oui, j'ai changé mes chiffres. Depuis 2 mois, vous étiez là, vous avez présenté aussi vos scénarios, les 3 scénarios pour le Liban, guerre, cessez-le-feu, etc. Donc, quels sont les nouveaux scénarios? Le premier scénario, c'est le maintien du statu quo actuel au sud Liban. Et j'ai augmenté la probabilité de ce scénario à 50%, à 55%. Et donc, dans ce cas-là, ça dépend de la saison touristique, de la saison estivale. On pourra avoir une croissance de 0,5% en 2024. Si la saison estivale n'est pas assez bonne, on pourra aller vers une contraction de 0,5% à 0,3%. Le second scénario, c'est l'élargissement de la guerre au sud à travers le pays. Et je maintiens une contraction, je donne une probabilité de 40%, 35 à 40% pour ce scénario-là. Et donc le résultat sera une contraction économique de 10 à 15%. Et le troisième scénario, c'est un cessez-le-feu permanent. Et le plus tôt possible d'avoir un cessez-le-feu, le plus tôt possible, on va avoir un choc positif qui va aboutir au début de la reconstruction des régions affectées au sud Liban, une visibilité plus claire et donc d'une croissance au moins de 1%. Donc ça dépend de la vitesse de ce cessez-le-feu. Mais malheureusement, moi je vois le premier scénario qui est le plus dominant, le maintien du statu quo actuel au moins jusqu'à la fin de l'année. Bien voilà, ce sont vos prévisions pour les scénarios possibles pour 2024. Je vous remercie, Dr Nassib Rouhili, vous êtes économiste en chef de la Byblos Bank. Merci bien. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.